Bonjour, ça c'est moi. Je m'appelle John Laurie, je suis ingénieur, père de 3 enfants et blogueur. D'abord un grand merci à Avenir Climatique, en particulier Julien Paul, pour l'opportunité de vous parler cet après-midi de la voiture nucléaire. Vous allez voir, c'est assez dense, donc je propose de dérouler puis d'avoir une discussion et des échanges plutôt à la fin. Alors, quand j'avais 1 an, mon premier mot était « car ». Et je n'ai rien dit d'autre avant l'âge de 2 ans. J'ai appris à la fac et à l'école comment être un ingénieur, et j'ai passé toute ma carrière dans l'ingénierie automobile. J'ai toujours considéré la voiture comme une invention fabuleuse qui transforme la vie des gens. Partout dans le monde, les gens sont attirés par les avantages d'une mobilité flexible et pas chère. Les voitures améliorent nos vies. Mais les voitures polluent. Elles émettent du CO2. Et ça m'a toujours gêné. Donc, que faire de ce problème ? On va commencer par parler de l'énergie, dont il y a 3 sources primaires, on les a vues, les carburants fossiles, les renouvelables et le nucléaire. Maintenant, le cahier des charges de l'énergie, qu'est-ce qu'on aimerait que toute énergie qu'on consomme puisse être fiable, bon marché, sûr, durable et propre. Alors, comment les combustibles fossiles répondent à ces besoins ? Eux, ils sont fiables, ils sont bon marché, on perçoit que c'est une énergie sûre, mais il y a 13 jours, il y a 8 personnes qui ont trouvé la mort à Rosny-sous-Bois dans une explosion de gaz. On va les épuiser à la vitesse de consommation actuelle, donc ils ne sont certainement pas durables, et ils ne sont absolument pas propre. Avril 2014 était le premier mois dans l'histoire de l'humanité où le niveau moyen de CO2 dans l'atmosphère a dépassé les 400 parties par million. Le niveau augmente de plus en plus rapidement depuis le XVIIIe siècle. Et même si on remonte à 800 000 ans, on voit que le niveau de CO2 a toujours été dans une plage de à peu près 180 à 280 parties par million. Donc 400 ppm, c'est beaucoup. Et ça commence déjà à se ressentir au niveau de notre climat. Donc c'est évident qu'on devrait utiliser moins d'énergie, non ? Des négawatts au lieu de plus de mégawatts. Malheureusement, baisser son thermostat d'1 degré aura peu d'impact sur vos émissions de CO2. C'est mieux, mais ce n'est pas bien mieux. Pour vraiment faire une différence, il faudrait être un peu plus radical. Détruire sa vieille maison et la remplacer avec une nouvelle éco-maison économiserait un peu. Vendre la voiture, toujours prendre le vélo ou le train. Ne plus jamais prendre l'avion serait pas mal aussi, surtout pour les vols long courrier. Mais ça s'appelle des choix de style de vie. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas prêt à abandonner nos styles de vie prospères. Si on prend toute l'énergie qu'on utilise et on fait des choix difficiles et on investit un peu d'argent, on pourrait tous économiser quelques 10 à 15% de notre consommation d'énergie. Oui, on devrait le faire, mais ça ne va pas résoudre le problème du réchauffement climatique. Alors, les renouvelables. Ici, on a l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique, mais aussi la biomasse, la géothermie, les marées, les vagues, etc. Eux, ils sont propres, durables et sûrs, mais ils sont chers. Et pas très fiables non plus. Voici une ferme éolienne qui est proche d'ici, près de Beauvais. Elle a 14 turbines, chacune avec une capacité de 2 MW. Ça fait donc 28 MW.
Super. Mais en fait, le vent ne souffle pas tout le temps. Son facteur de capacité est seulement 29%. Donc la puissance moyenne est seulement 8 MW. Et voici une image d'une ferme solaire. Elle a été prise la nuit. Et on voit bien, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Les énergies renouvelables sont intermittentes, ce qui est un gros problème quand on essaie de vendre l'électricité parce qu'elle est très difficile à stocker. Elles ne produisent pas beaucoup d'énergie et couvrent beaucoup de terrain. C'est une source d'énergie diffuse et ça les rend chères. Sans de lourdes subventions payées de vos impôts, on n'aurait pas beaucoup d'éoliens ni de panneaux solaires. Donc, si on arrive à produire 10 à 15% de notre énergie à partir de renouvelables, ce sera un accomplissement technique et économique énorme. Qu'on soit bien d'accord, les renouvelables sont super pour le CO2. Et on devrait faire autant qu'on peut se permettre. Je ne suis en aucun cas anti-renouvelable, mais je suis très pro-arithmétique. Mais ça nous laisse avec un sandwich de l'énergie entre les négawatts et les renouvelables. Et il y a beaucoup de viande dans ce sandwich. Pour résoudre le problème, pour atteindre zéro émission, d'où viendront les 70% qui restent? Alors, quand Renault et Nissan ont annoncé qu'ils allaient faire des voitures électriques, moi j'étais ravi. Je me suis dit, enfin des voitures, zéro émission. Et après on commence à réfléchir, on dit, attends, d'où vient l'électricité? Comment les voitures électriques se situent si on considère leur émission du puits à la roue? Et la réponse, c'est que là où tu charges ta voiture électrique, fait une différence énorme. Le club automobile allemand ADAC a mesuré une Renault Zoé en octobre 2013. Ils ont trouvé qu'en utilisant le même cycle mixte que pour une voiture thermique, elle a consommé en moyenne 19,7 kWh par 100 km. Ce que j'ai fait ici, c'est de convertir ça en grammes de CO2 par kilomètre pour les pays européens, avec des données de l'Agence internationale de l'énergie. J'ai pris en compte l'électricité pour charger la voiture et les pertes réseau entre la centrale et la prise électrique, mais pas les émissions de CO2 de fabrication de la voiture, donc certains diraient que ces barres-là devraient être un peu plus hautes. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a des différences énormes en fonction de quel pays tu habites. Si on rajoute une voiture avec un moteur diesel assez efficace, parfois la Zoé est beaucoup mieux, parfois c'est kiff-kiff, et parfois c'est bien pire. Alors regardons 4 de ces pays d'un peu plus près. En Pologne, 87% de leur électricité vient du charbon. Et 9 de leurs voitures électriques sur 10 sont alimentées par des carburants fossiles. Le charbon est bon marché, il est abondant et il est vraiment, vraiment sale. Si tu conduis une Zoé en Pologne, tes émissions sont 164 grammes de CO2 par kilomètre. Voici comment fonctionnent les voitures électriques en Pologne. À l'opposé, en Norvège, 95% de leur électricité est d'origine hydroélectrique. Les Norvégiens ont de la chance. Ils ont plein de pluie et d'altitude. En Norvège, notre Zoé émet juste 2,8 grammes de CO2 par kilomètre. Clairement, conduire une voiture électrique en Norvège est une très bonne idée. Les Allemands ont un gros mélange pour la génération de leur électricité. 45% de charbon, 14% de gaz, 1% de pétrole, ça fait 60% de combustible fossile. Et donc notre Zoé allemand va pousser 98 grammes de CO2 dans l'atmosphère par kilomètre. Sensiblement pareil que le diesel.
Ils ont un petit peu de hydroélectrique et ils ont investi massivement dans les renouvelables, 18% de l'électricité. Alors, les données ici sont pour 2011, l'année de Fukushima, et l'Allemagne a commencé à fermer ses réacteurs nucléaires. Donc la partie jaune, là, a commencé à diminuer. Et ils ont l'ambition de la faire disparaître. Mais ils ne l'ont pas encore fait, parce qu'il faut la remplacer avec quelque chose. Ils vont construire un peu plus de renouvelables, mais la plupart de cette énergie viendra du charbon. Le World Resources Institute a recensé les centrales à charbon qui sont planifiées ou en construction. L'Allemagne en construit 10 pour une capacité de 12 gigawatts, les Américains 36, la Russie 48, la Chine construit 363 centrales à charbon et l'Inde en construit 455. Bonne nouvelle pour des milliards de personnes. Leur prospérité est très dépendante de l'énergie. Pour le chauffage et le refroidissement, le traitement de l'eau, la médecine, le transport, les communications, l'industrie, toutes ces choses dépendent de l'énergie électrique. Les gens dans les pays en développement veulent cette prospérité, mais ils ne peuvent pas se payer des solutions chères, diffuses et intermittentes comme les renouvelables. Donc ils brûlent du charbon. Très, très mauvaise nouvelle pour l'environnement. Dans les années 70, la France a décidé de miser fort sur l'énergie nucléaire. Et en 2011, le nucléaire a généré 79% de l'électricité. On a des Alpes et un peu de renouvelables, mais il y a toujours 9% de l'électricité qui vient des combustibles fossiles. Donc en France, notre Zoé émet 12 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est plutôt bien. Et donc en France, 3 Zoé sur 4 sont des voitures nucléaires. Et en fait, dans la plupart des pays, les émissions d'une voiture électrique sont assez liées à la quantité d'électricité générée par le nucléaire. Mais le nucléaire fait peur. Alors, pour arrêter d'avoir peur, prenons quelques minutes pour comprendre comment marche cette énergie. L'univers est composé d'atomes, dont le noyau contient des protons avec une charge positive. Pour les empêcher de se répulser, on a une sorte de colle nucléaire qui sont les neutrons. Alors, si on a un élément avec 92 protons, on appelle ça uranium. Et l'uranium existe dans la nature avec 2 isotopes qui sont mélangés ensemble. L'uranium 235 est fissile, il peut se séparer en deux et libérer de l'énergie. Quand on met ensemble plein de ces atomes fissiles, on atteint une masse critique et il commence à fissionner. Le problème, c'est qu'il n'y a que 0,7% de l'uranium naturel qui est fissile, donc pas assez pour démarrer la réaction. Et donc il faut l'enrichir. Donc on va aller creuser une mine comme celle-ci, et on va extraire du minerai d'uranium et le broyer pour extraire son oxyde. On transporte dans une usine comme celle-ci, où ils utilisent des centrifuges pour augmenter progressivement la quantité d'uranium 235 dans l'uranium. Alors si on veut générer 1 gigawatt d'électricité pendant un an, on aura besoin de 250 tonnes d'uranium. Après l'enrichissement, on a 35 tonnes d'uranium enrichi, mais aussi 215 tonnes d'uranium appauvri, qui est juste stocké en tant que déchet nucléaire. Ensuite, on envoie la partie enrichie dans une usine de fabrication de combustible. Et là, ils le compriment dans des petites pastilles, puis ils le cuisent à 1700 degrés pour créer des pastilles céramiques dures d'uranium enrichi.
On étale les pastilles dans une ligne, puis on les réorganise avec une pince à épiler pour que ceux qui ont une plus grande concentration d'uranium se trouvent au milieu de chaque ligne. Après, on fabrique des tubes avec un alliage de zirconium et on pousse les pastilles dans le tube, on le remplit avec de l'hélium et on soude un bouchon au bout pour fabriquer un crayon de combustible. On regroupe les crayons pour fabriquer un assemblé et quand on a assez d'assemblés, on est prêt pour aller fabriquer de l'énergie nucléaire. Voilà, donc il y a environ 430 réacteurs nucléaires en opération dans le monde. Et ils sont tous de la même conception. Ce sont des réacteurs à eau pressurisée. Le réacteur est situé dans un énorme bâtiment en béton et l'énergie vient des assemblées de combustible qui sont les trucs rouges juste en bas là. Donc faisons un zoom pour regarder ce qui se passe. Voici un atome d'uranium-235. Il est impacté par un neutron et il se sépare en deux fragments qui s'appellent des produits de fission. On obtient aussi 2 ou 3 neutrons qui impactent d'autres atomes d'uranium, ce qui fait une réaction en chaîne qui produit une quantité phénoménale de chaleur dans les assemblées de combustible. Alors, pour éviter que la réaction ne s'emballe, on a des barres de contrôle qui absorbent les neutrons. Quand on les descend, la réaction ralentit. Quand on les remonte, le réacteur génère plus de puissance. Alors pour sortir la chaleur, on fait circuler de l'eau autour des crayons, puis on l'envoie à un échangeur de chaleur. Un deuxième circuit d'eau est transformé en vapeur et envoyé vers une turbine. La vapeur fait tourner la turbine, puis elle est reconvertie en eau liquide pour être renvoyée vers le générateur de vapeur. Alors, la turbine est connectée à un grand dynamo et la chaleur du réacteur est convertie en électricité avec une efficacité d'environ 33%. Donc pour 3 gigawatts d'énergie thermique, on obtient 1 gigawatt d'électricité qui passe dans les lignes du réseau de distribution. Si seulement un tiers de la chaleur est converti en électricité, c'est parce qu'on a affaire avec la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit essentiellement que si on veut qu'une machine rende un travail plus fort, plus elle est chaude, mieux on se porte. Alors nous, on utilise de l'eau pour porter la chaleur, et il faut qu'elle reste liquide, sinon des mauvaises choses commencent à se produire dans notre réacteur. Alors, quand je mets en route le robinet d'eau chaude chez moi, il y a de l'eau qui sort à 1 bar de pression et 50 degrés. Mais si on veut l'eau liquide à plus que 100 degrés, il faut la mettre sous pression pour qu'elle reste dans cette région verte ici. Donc un EPR, par exemple, d'Areva, fonctionne à 327 degrés et 155 bars de pression. Ça fait beaucoup d'énergie stockée. Et si le circuit se met à fuir, l'eau se transforme instantanément en vapeur. Et du coup, elle a un volume 1000 fois plus important que quand c'était de l'eau. Et c'est radioactif. Donc il faudra bien éviter qu'elle sorte dans l'environnement. Et donc c'est ça qui conditionne la conception du bâtiment réacteur. Il faut qu'il soit énorme pour contenir toute la vapeur en cas d'urgence. Cette EPR a 2 enceintes de confinement en béton et chacune fait 130 cm d'épaisseur. La cuve du réacteur est juste le petit truc rouge en bas là. Voici une image de la cuve en installation. C'est une grande baignoire en acier avec une épaisseur de plus de 20 cm. Toute la tuyauterie est plutôt épaisse aussi. Ils ont vraiment pas envie que l'eau sorte de là. Alors, la deuxième chose qui fait suer les gens qui conçoivent ces réacteurs,
s'appelle la chaleur de désintégration. Comme on a vu, quand on fissionne l'atome, on obtient deux produits de fission. Et c'est toujours avec un petit et un grand. Par exemple, ici, on peut obtenir un krypton 91 et un barium 142. Alors, ça, c'est une image de tous les isotopes qui existent dans l'univers. En bas, on a le nombre de protons, et sur le côté, on a le nombre de neutrons. Dans le nuage, les rouges et les noirs au milieu, là, sont les éléments stables. Et les bleus sont les instables. Et vous voyez que ça monte un peu dans une courbe. Hein. Alors nous, on commence avec l'uranium-235, qui est là-haut, là. Et ça veut dire que quand on le fissionne, les produits vont toujours se trouver quelque part sur cette ligne. Donc notre exemple était le barium 142, là, et le krypton 91. Et comme ils sont dans cette région bleue, ils sont très instables et radioactifs. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est retourner vers les rouges et les noirs au milieu du nuage. Et donc, ils se désintègrent, principalement avec un rayonnement bêta. Et quand ils font ça, ils émettent de l'énergie. Donc, quand on fissionne un atome d'uranium-235, 93% de l'énergie vient de la fission initiale, mais 7% vient de cette désintégration des produits de fission. Alors ça fait toujours beaucoup de chaleur. Et tant qu'on est en train de pomper de l'eau autour de notre circuit de refroidissement, tout va bien. Mais si on perd toute l'alimentation électrique, qu'est-ce qui se passe? On va faire d'abord un arrêt d'urgence et on va faire tomber toutes les barres de contrôle dans le réacteur. Ça prend quelques secondes et la fission s'arrête tout de suite. Mais on ne peut pas arrêter la chaleur de désintégration. Il faut absolument rétablir l'alimentation des pompes. Donc pour ces EPR, ils ont un générateur diesel de secours dans ce bâtiment. Si ça ne marche pas, il y a un deuxième générateur identique juste à côté. Et ici, ça ne marche pas, ils ont un troisième qui est fabriqué par un autre fournisseur. Et ici, ils sont tous en panne, ils ont encore 3 générateurs dans un autre bâtiment à l'arrière. Ils n'ont vraiment pas envie que les pompes s'arrêtent. Parce que s'ils s'arrêtent, la chaleur monte, et ça fait une fusion du cœur, qui est une phrase qui excite les journalistes. Et ça fait pas beaucoup de bien au réacteur. Là, c'est la fusion du cœur à 3 Mile Island. C'est pas très joli, non? Et en 50 ans d'opération, il y a eu 3 accidents nucléaires majeurs. 3 Mile Island et Fukushima étaient causés par cette chaleur de désintégration. Et à Tchernobyl, ils ont surcuit le réacteur. Mais la cause racine derrière les 3 est une conception fragile. Le cauchemar numéro 3 pour le réacteur à eau pressurisée est les déchets nucléaires. On a déjà dit que quand on impacte l'uranium-235, il va fissionner. On dit qu'il est fissile. Mais les neutrons vont impacter d'autres choses aussi. Quand un neutron impacte un atome d'uranium-238, il peut se transformer en plutonium. Et ça va fissionner s'il est impacté par un autre neutron. Donc on dit que cet uranium ici est fertile et que le plutonium est fissile. Et en fait, un tiers de la puissance d'un réacteur vient de la fission du plutonium. Mais parfois, le plutonium ne fissionne pas. Parfois, il absorbe le neutron et il se transforme en autre chose. Et ça, c'est les soi-disant transuraniens. Les éléments qui sont plus lourds que l'uranium, qui s'accumulent dans les pastilles de combustible solide. Après environ 4 ans de fonctionnement du réacteur, on l'arrête pendant quelques semaines et on retire les assemblages avec leurs crayons et pastilles et on les laisse dans une grande piscine pour se refroidir. On ne peut plus les laisser dans le réacteur parce que certains des produits de fission absorbent les neutrons et ça empoisonne la réaction en chaîne. En particulier le xénon, qui est un gaz, mange beaucoup de neutrons.
Alors, on avait mis 35 tonnes par an de combustible dans notre réacteur, donc on en sort 35 tonnes par an de déchets. Et la plupart n'est pas vraiment des déchets du tout, c'est du combustible non utilisé. Pour la plupart, uranium-238 et un petit peu d'uranium-235. Il y a 1 tonne de produits de fission et environ 300 kg de plutonium et d'autres transuraniens. Et tout ça, c'est mélangé ensemble dans les pastilles de combustible solide, dans les gaines en zirconium, dans les assemblées. Alors, le combustible non utilisé n'est pas très dangereux. Les produits de fission seront toxiques pendant environ 300 ans, mais les transuraniens sont dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. Donc c'est pas très surprenant que personne ne veuille l'enterrer près de chez lui. Donc le nucléaire aujourd'hui est très fiable, assez bon marché, même si les réacteurs sont de plus en plus compliqués et chers. En fait, c'est une des sources d'énergie la plus sûre, mais la technologie est fragile et il y a un vrai problème d'image. Ce n'est pas durable, parce qu'il y a juste assez d'uranium-235 pour environ 100 ans de production. Et ce n'est pas particulièrement propre, parce que personne ne sait quoi faire avec les déchets. Mais comme il n'y a pas d'émission de CO2, on ne pollue pas l'atmosphère. Le réacteur à eau pressurisée était conçu initialement pour le premier sous-marin nucléaire américain, le USS Nautilus. Quand les US ont décidé de développer le nucléaire civil dans les années 50, ils ont juste pris un de leurs réacteurs de sous-marin, puis l'ont construit à une échelle plus grosse. Ça, c'était un de la première génération de réacteurs. Mais dans les années 50 et 60, ils essayaient plein d'autres idées pour générer de l'énergie nucléaire. Mais les militaires poussaient les réacteurs à eau pressurisée, et il s'est établi, même si c'est une conception vraiment mauvaise. Et tout le monde les a copiés. Les réacteurs de la génération 1 ne fonctionnent plus. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est la génération 2, mais ils arrivent proche de l'âge de retraite. Donc aujourd'hui, les réacteurs de génération 3, comme les EPR, sont prêts à aller travailler. Fondamentalement, c'est la même chose que les générations 2 et 1, mais avec plus de sécurité. Ils sont plus chers, ils sont plus sûrs, mais ils sont aussi plus chers. Donc aujourd'hui, le monde est verrouillé sur une seule technologie. Mais il y a des centaines de façons de faire de l'énergie nucléaire. Je veux vous parler d'une autre façon. Une des idées de la génération 4. Et tout ce qu'on va faire, c'est de changer une chose. On va changer le combustible d'un solide à un liquide. Au lieu de fabriquer des petites pastilles, on va laisser la chimie faire le travail. Alors, quel liquide? Bon, on voudrait bien que ce soit quelque chose qui est chimiquement et physiquement stable, qui est un liquide à des températures élevées, et dans lequel on peut dissoudre notre uranium. Et il y a un type de substance qui répond bien à ces besoins, les sels fondus. Votre sel de table est du chlorure de sodium. Mais il y a plein d'autres sels. Chimiquement, ils sont extrêmement stables et certains sont bien adaptés pour une utilisation dans un réacteur nucléaire. Comme le fluorure de lithium et le fluorure de beryllium. Quand on combine ces deux, on obtient un mélange qu'on appelle du FLiBe. À température ambiante, ils forment des cristaux solides, mais ils fondent en liquide clair quand on le chauffe à environ 400 degrés. Ce mélange-là bout à plus de 1400 degrés. Donc on a une plage énorme de température liquide avec laquelle travailler. Et on a fait la fusion du cœur avant de le mettre dans le réacteur. Donc c'est impossible d'en avoir quand il fonctionne parce que c'est déjà fondu.
Le concept du réacteur est tout simple, c'est une grosse marmite remplie de cette soupe de sel fondu, avec une pompe et un échangeur. La pompe fait circuler le combustible liquide rapidement en permanence entre le cœur et l'échangeur, et ça fonctionne à pression atmosphérique. Donc toute la plomberie est beaucoup plus simple et, de façon importante, moins chère. Et il n'y a pas besoin de barre de contrôle non plus. Au-dessus du cœur, il y a une sorte de trop-plein. Et quand la réaction démarre dans le cœur, ça fait monter la température et le liquide se dilate. Donc avec moins de masse de sel dans le cœur, la réaction ralentit. Quand la température diminue, le liquide se contracte et le niveau dans le trop-plein descend. Donc maintenant, il y a plus de masse de sel dans le cœur et la réaction commence à accélérer. Donc on a un fort mécanisme de contre-réaction et il va très rapidement trouver une température d'opération autour de 700 degrés et il reste là. Et comme notre combustible est un liquide, on peut le faire avec une sécurité qui est intrinsèque. En opération normale, il y a un bouchon juste en dessous du cœur avec du sel gelé dedans. Et on le maintient gelé en soufflant de l'air frais dessus. Donc si soudainement on perd toute l'alimentation électrique dans la centrale, la soufflerie s'arrête, le bouchon fond et le sel fondu s'écoule dans un réservoir de vidange qui est conçu pour évacuer la chaleur passivement. Et comme on a enlevé le sel du cœur, on a changé sa forme, sa géométrie. Donc une réaction en chaîne devient impossible. Alors il faut toujours mettre une grosse enceinte de confinement autour parce qu'il y a un niveau fort de rayonnement, évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec les énormes bâtiments autour des réacteurs actuels. Parce qu'on est à pression atmosphérique. Alors pour le traitement des déchets, il y a une autre astuce. J'ai dit tout à l'heure que certains des produits de fission sont des gaz. Et bien comme le combustible est un liquide, il se sépare du combustible tout seul. Donc avec un bullage d'hélium en continu, on peut les ramasser et enlever environ la moitié des produits de fission, y compris le xénon. Bonne nouvelle parce que le xénon mange beaucoup de neutrons, ce qui est mauvais pour la performance du réacteur. Pour les autres produits de fission, chaque jour, on enlève un petit peu de sel du système et dans ce 40 litres, il y a le sel porteur, mais il y a aussi nos méchants transuraniens là, qu'on ne veut pas. Il y a le combustible et les produits de fission. Maintenant, si on fait un retraitement pyrochimique, on peut extraire juste les produits de fission et ça nous laisse avec les transuraniens et le combustible toujours dissous dans le sel. On remplit le seau avec un peu plus de combustible, puis le tout est pompé dans le réacteur pour continuer à fissionner et à produire de l'énergie. Et c'est possible uniquement parce qu'on a un combustible liquide. Donc pour démarrer ce réacteur, on utilise de l'uranium-235. Mais si on a un stock de plutonium, si on est inquiet de la prolifération nucléaire, on peut mélanger un peu de ça dans la soupe et le brûler pour produire de l'énergie. On peut même incinérer les soi-disant déchets des réacteurs existants. Donc on a enfin une réponse au problème des déchets des réacteurs de génération 2 et 3. Au lieu de les enfouir, transformons-les en énergie. Mais encore mieux que ça, on peut le nourrir avec du thorium. Alors c'est vrai que le thorium n'est pas une panacée. Les bénéfices d'un combustible liquide sont bien plus importants que les bénéfices du thorium versus l'uranium. Mais c'est vrai aussi que le meilleur réacteur à sel fondu qu'on peut imaginer serait bien alimenté par du thorium. Comme l'uranium-238, le thorium est un combustible nucléaire fertile. Quand il est impacté par un neutron, il peut se transformer en uranium-233. Et quand ça, c'est impacté par un autre neutron, il fissionne.
Le thorium est 3 à 4 fois plus abondant dans la croûte terrestre que l'uranium. Quand on l'utilise dans un combustible liquide, on peut extraire toute son énergie, comparé à seulement 0,5% de l'énergie extraite de l'uranium dans un réacteur à eau pressurisée. Et ça veut dire moins d'exploitation minière et beaucoup moins de déchets. Pour produire notre gigawatt-année d'électricité, on a besoin de juste 1 tonne de thorium. Le réacteur va la transformer en 1 tonne de produit de fission. Et on va stocker ça sur la surface pendant 10 ans. Et dans ce temps, 83% de la masse va se désintégrer dans des éléments stables. Et la plupart de la chaleur de désintégration est partie. Puis on va enterrer le reste. Et après 300 ans, il a un niveau de radioactivité qui est moins élevé que le niveau de fond de la Terre. Et on a fait filtrer presque tout le plutonium. Donc on va enterrer une quantité infime, environ 100 grammes. Les indicateurs de coût pour le stockage géologique sont le volume des déchets, la chaleur qu'ils dégagent et le temps nécessaire pour leur désintégration. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut prédire ce qui va se passer avec certains matériaux après 10 000 ans. Mais stocker quelque chose pendant 300 ans est un problème que les géologues et les ingénieurs savent résoudre. Mais je garde le meilleur pour la fin. Comme on a des températures hautes, 700 degrés, la deuxième loi de la thermodynamique nous donne un taux d'échange beaucoup plus favorable. Presque 50%. Donc on peut accrocher ce machin à une grosse dynamo pour produire de l'électricité. Mais on peut aussi l'installer à côté d'un site d'industrie lourde et leur envoyer la chaleur directement, afin qu'ils produisent des choses comme des produits chimiques nucléaires, des plastiques nucléaires ou de l'acier nucléaire. Donc maintenant, on peut réduire la quantité de CO2 utilisée pour fabriquer nos voitures nucléaires aussi. Mais le killer app de la fission liquide sera les carburants de synthèse. Dans un moteur à combustion, on prend un hydrocarbure et on le brûle en présence d'oxygène pour produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. Mais il est possible d'inverser ce processus, à condition d'avoir plein d'énergie propre et pas chère. Donc si on veut faire une voiture nucléaire, c'est quand même l'idée aujourd'hui, on peut prendre du thorium de la Terre et le brûler dans un réacteur à sel fondu. On remet les produits de fission dans la Terre et on obtient beaucoup d'énergie sous la forme de sel chaud. On peut utiliser ça pour casser l'eau, pour produire de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais comme l'hydrogène est difficile à distribuer, on peut extraire du CO2 de l'atmosphère ou de l'océan et le combiner avec l'hydrogène pour produire de l'eau et du méthanol. Et on peut brûler le méthanol en remplacement direct de l'essence. Donc on utilise toute la technologie et l'infrastructure existante des carburants liquides et on a des voitures nucléaires à 0 carbone. Mais pas que des voitures. Pour transporter des gens ou des matières, on peut utiliser des carburants de synthèse à forte densité d'énergie, neutres en carbone et fabriqués à partir de chaleur nucléaire. On aurait des avions, des camions, des bateaux et des bus nucléaires. Et on a résolu la crise de l'énergie et le réchauffement climatique. Waouh! Et tout ça grâce au combustible liquide. Alors maintenant, vous vous demandez, ça c'est très bien sur PowerPoint, mais est-ce que ça marche vraiment? Dans les années 50 et 60, il y avait un homme remarquable nommé Alvin Weinberg, qui était directeur du Oak Ridge National Laboratory, dans le Tennessee.
Weinberg et son équipe ont inventé, conçu et construit les premiers réacteurs à fission liquide, y compris le Molten Salt Reactor Experiment. Voici une photo en regardant dans la cellule chaude de ce réacteur. Le gars debout en haut là vous donne une idée de l'échelle. Et on voit la cuve, l'échangeur de chaleur et la pompe du circuit primaire. Ce réacteur a fonctionné générant 8 MW de chaleur pendant 4 ans, de 1965 à 69. Et il s'est très bien comporté. Il était facile à utiliser et à contrôler, et il était très fiable. Donc Weinberg est allé demander plus d'argent. Mais l'industrie nucléaire aux US était verrouillée sur les combustibles solides. Elle ne comprenait pas la fission liquide et la voyait comme une menace. Et le gouvernement de Richard Nixon avait engagé d'énormes sommes dans une conception rivale de surgénérateurs avec refroidissement au sodium. Donc ils ont arrêté le programme sur les combustibles liquides, viré Weinberg et dispersé son équipe. Pour des raisons politiques, pas techniques. Et c'est la même histoire en France. Pour faire un développement dans le nucléaire ici, la suite logique est de commencer avec le CNRS, puis le CEA, Areva et enfin EDF. Et au CNRS, un petit groupe de chercheurs étudie les combustibles liquides depuis longtemps et ils disent qu'il y aurait beaucoup de bénéfices de développer cette technologie. Mais comme dans le nucléaire en France, on a toujours copié les Américains, le CEA dit non, nous on a mis tous nos œufs dans un panier qui s'appelle Astrid, qui est un super phénix bis. Et dans le domaine de la fission nucléaire, la France entraîne toute l'Europe. Mais le monde est en train de se réveiller. L'Académie des sciences de la Chine a démarré en 2011 à Shanghai un programme avec un budget de 350 millions de dollars et une équipe de 400 personnes. Il est piloté et soutenu par Jiang Mianheng, qui est le fils de l'ex-premier de la Chine, Jiang Zemin. Au CERN, en octobre, le directeur du programme a présenté ce planning qui vise un premier réacteur refroidi au sel fondu en 2015 et un premier réacteur avec combustible vraiment liquide au sel fondu avant 2020. Ils y vont. Au Canada, l'entreprise Terrestrial Energy a été créée fin 2012 autour de David Leblanc, qui veut développer un réacteur à sel fondu, initialement pour l'industrie pétrolière. Ce serait utilisé comme source de chaleur pour remplacer le gaz dans l'extraction des sables bitumineux. Ils ont annoncé en mars qu'ils ont terminé leur premier tour de financement. Ils y vont. Donc, au XXIe siècle, je pense que quelqu'un, quelque part, va aller construire une de ces machines. Et quand ils le feront, je pense que ça marchera très bien, tout comme celui de Weinberg en 1965. La fission liquide peut fournir une énergie qui est fiable, moins chère que le charbon, intrinsèquement sûre, durable et propre. Elle coche toutes les cases. On peut imaginer la construction de ces réacteurs en usine, une nouvelle industrie de plusieurs dizaines de milliards d'euros, avec des dizaines de milliers d'emplois, une sorte de Airbus de l'énergie, si on veut. C'est une technologie de rupture, qui a le potentiel de faire une grande contribution à la résolution du problème du réchauffement climatique. Ça nous donne un espoir que la technologie peut nous sortir des problèmes que la technologie a créés. C'est tellement différent de la technologie actuelle que, qui sait, peut-être que la fission nucléaire peut redevenir cool. Merci beaucoup.